du coup, on va faire une petite introduction un peu aux principes élémentaires du marxisme et spécialement autour du matérialisme dialectique. Donc déjà un peu pour introduire un peu ce point-là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir particulièrement un peu dans les universités en tant qu'étudiant et tout, mais généralement en ce moment le marxisme est pas mal minoritaire ou même mis un peu à la défensive par des courants qu'on peut appeler aujourd'hui le postmodernisme ou par des auteurs comme Foucault en fait, qui ont été un peu une vague d'auteurs qui se sont construits en réaction avec le marxisme. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'à chaque période cyclique de crise du capitalisme, rejaillit dans les librairies, de nouveau il y a des records de vente, des livres de Marx, du Capital, et ça c'est un truc assez régulier, donc c'est un paradoxe qu'on va pouvoir développer un peu, mais qui montre à quel point le marxisme, malgré toutes les attaques, et malgré le fait qu'aujourd'hui, en France par exemple, et dans les universités, il est beaucoup mis à la défensive, il rejaillit à chaque période de crise parce qu'il est un peu une boussole aussi qui permet, dans ces périodes un peu de bouleversement politique, de comprendre ce qui se passe, de comprendre le cours de l'histoire et de pouvoir agir sur celle-ci. Donc pour commencer, ça va pas être un espèce de cours un peu théorique abstrait, avec des lois générales un peu très théoriques ou très coupées un peu des réalités et tout. Là, ce dont on va parler, c'est de choses très très concrètes en vérité, mais qui parfois sont un peu en décalage un peu avec un peu le sens commun avec lequel on s'est construit, les idées, les préjugés qu'on peut avoir et tout. Et je pense que c'est pas inintéressant. Donc un des premiers points du matérialisme dialectique, c'est d'étudier chaque chose dans son mouvement, dans son changement. C'est-à-dire que je pense que ça se ressent beaucoup avec l'éducation qu'on a ressentie, mais un des problèmes de la méthodologie de la pensée bourgeoise, c'est de concevoir que si une chose est aujourd'hui ainsi, elle l'a été hier, elle le sera demain. Exemple typique, par exemple, c'est par exemple sur la nature humaine. Tous les penseurs idéalistes bourgeois considèrent qu'aujourd'hui, dans le cadre de la société de capitalisme dans laquelle on est et tout, l'homme est égoïste. Ils constatent ça. Donc évidemment, l'homme cherche son intérêt privé et en fait, à partir de leur observation et généralement de leur propre milieu. C'est-à-dire que dans les milieux bourgeois, l'homme est égoïste, il y a une forte concurrence au sein du milieu bourgeois, et à partir de cette observation-là, ils vont concevoir une nature humaine en rendant en fait des désirs qui sont en fait des constructions historiques comme étant immuables et comme étant de tout temps applicables, comme si c'était pouvait être le cas avant, s'il est égoïste aujourd'hui, il l'a été hier, et demain il le sera toujours, et c'est sa nature, et c'est comme ça, et ça ne change pas. Alors que nous, on ne va pas du tout prendre les choses comme ça. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment en fait les désirs, pour continuer un peu le truc de nature humaine et de nos désirs et tout, comment nos désirs en fait, par exemple, je sais pas moi, des désirs de consommation qu'on peut avoir, qui nous traversent malgré tout, je sais pas moi, des trucs comme ça, que c'est pas quelque chose qui est propre en fait à l'homme, à l'être humain en général, mais que c'est quelque chose qui est historique, qui n'existait pas avant ou sous d'autres formes et qui existera sans doute demain sous d'autres formes, et que c'est très important justement de concevoir chaque chose comme en fait comme provisoire. Il y a une phrase, une citation de Trotsky, c'est: la dialectique, au contraire, considère les phénomènes, les institutions, les normes dans leur formation, leur développement et leur déclin. Je pense que c'est très important comme première base un peu de méthode de recherche en fait pour essayer de comprendre les choses qui nous entourent. Ça c'est dans la morale et la nôtre. Ouais, c'est ça. D'avoir cette première base là. Et par ailleurs, après il faut pas. Enfin, voilà, là il y a une citation de Politzer qui était dans un texte, je ne sais pas si jamais tu as eu le temps de le survoler, ou je ne sais plus si... Non, tu ne l'as pas enlevé, mais c'est pas grave. C'est... La dialectique, ce n'est pas un moyen d'expliquer et de connaître les choses sans les avoir étudiées, mais c'est le moyen de bien étudier, de bien faire de bonnes observations, en recherchant le commencement à la fin des choses, d'où elles viennent et où elles sont, où elles vont. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une généralité abstraite que tu vas pouvoir en fait définir abstraitement chaque chose en disant
c'est juste quelque chose dans son développement, son commencement et sa fin, et que ça te donne juste les premières bases en fait d'une méthodologie de recherche pour comprendre concrètement comment une chose va se construire, va naître et va mourir. Par exemple, on peut appliquer cette méthode-là au marxisme lui-même. Il n'est pas exemple, il ne tombe pas du ciel, c'est pas une méthode qui tomberait du ciel et pourrait développer ça. Donc par exemple, pour comprendre un peu historiquement la naissance du marxisme, il est profondément lié à l'état du développement, par exemple, de la science ou des recherches scientifiques de l'homme. Donc par exemple, si on historicise un peu le marxisme, on a vu en fait que avec l'apparition d'un certain nombre de progrès scientifiques, il est apparu un certain nombre d'auteurs qui ont voulu essayer d'émanciper les idées du dogme de la religion. C'est-à-dire qu'avant, parce qu'on avait peu de compréhension scientifique du monde qui l'entourait, on expliquait ça avec des pensées religieuses, entre guillemets, avec le ciel. Et puis après, tous ces auteurs-là ont essayé un peu de s'émanciper, entre guillemets, du ciel, pour essayer en fait de pouvoir manier les idées sans qu'elles soient enracinées, entre guillemets, dans le ciel. Et au fur et à mesure Après, il apparaît une contradiction qu'il a fallu, finalement, une fois que tu l'avais émancipé de la religion, se tourner vers la terre, entre guillemets, et c'est tout ce développement-là, en fait, de la pensée, entre guillemets, matérialiste. Donc, quelque part, tu avais des auteurs idéalistes, donc, en fait, qui pensaient des lois générales, comme je t'ai dit, sur la nature humaine, des généralités, mais qui n'étaient pas encore complètement enracinés dans la vie concrète de ce qu'on peut vivre, etc. Et qui, au fur et à mesure des avancées technologiques, ont commencé à se tourner plus vers la Terre, à développer un matérialisme, par exemple, avec Diderot, avec l'encyclopédie, où il a commencé à observer un peu comment fonctionnait la nature, les choses, des choses comme ça. À une époque où en fait on commençait un peu à concevoir la mécanique avec les robots. Donc à ce stade-là, on a conçu un peu un matérialisme un peu mécanique, où on pensait que les robots, comme les mécaniques, bougeaient, s'articulaient. On pensait que les animaux c'était une sorte un peu de robots de la nature. Il y avait un peu une vision comme ça, mais qui était liée au stade de développement des recherches scientifiques à lesquelles se confrontaient ces auteurs. Et au fur et à mesure qu'il y a eu ces développements scientifiques-là, on a pu commencer à concevoir un matérialisme non plus mécanique, mais plus dialectique, qui conçoit qu'il y a un déplacement, mais il y a aussi un changement de la matière, c'est-à-dire que on n'est pas seulement un ensemble de mouvements mécaniques, mais à l'intérieur il y a aussi un changement d'état, c'est-à-dire qu'on peut être triste, on peut être heureux, on peut avoir une volonté, il y a le moral qui joue, et que c'est pas simplement une espèce de comment dire, un peu comme une... je sais plus quelle est la métaphore, mais tu sais, comme une boîte à musique que tu tournes et tout le monde, en fait, il y a une espèce de déterminisme un peu comme ça, où il suffirait d'avancer et tout est prédictible, tout est écrit d'avance. Il y a une citation de Trotsky encore qui est pas mal pour résumer un peu ça, si je l'ai fait un peu de manière brouillonne. L'idéalisme classique en philosophie, dans la mesure où il tendait à séculariser la morale, c'est-à-dire à l'émanciper de la sanction religieuse, fut un immense progrès. Mais détachée des cieux, la morale avait besoin de racines terrestres. La découverte de ces racines fut l'une des tâches du matérialisme. Je me rappelle pas trop, mais Descartes sur les émotions, justement, c'était un peu ça, non? Exactement, Descartes c'était une vision très très mécanique. Okay. Mais après il y a... La séparation de l'âme et de je sais plus quoi. Non, c'est très particulier. Puis t'avais... après on pourrait voir en fait... Moi je lis les livres de Descartes de Damasio, et il parle de ça justement, du fait que Descartes il était vraiment sur cette vision mécanique. C'est ça. Et en fait, c'est super intéressant. Après, on pourrait faire des études un peu approfondies, mais voir en fait comment, en fait, à l'époque où ils avaient ce stade de connaissance, pour eux, c'était aussi une innovation de ouf, même de passer à la pensée mécanique. Je veux dire, c'est super intéressant comment, en fait, et c'est pour ça que le marxisme est profondément lié à la science expérimentale, etc. Mais c'est que, en permanence, toutes les avancées scientifiques permettent en fait d'avoir une compréhension, s'opposent pas à un dogme qui serait un dogme marxiste et que tout d'un coup, si la science progresse, il y aurait une contradiction et donc le marxisme devrait s'opposer à la science. La science est fondamentalement corps du marxisme et lui permet en fait d'avoir une précision au fur et à mesure de plus en plus optimale pour comprendre le monde qui l'entoure, quoi.
Mais après, une des deuxièmes règles, entre guillemets, de base de méthodologie du marxisme, qui je pense, celle-là, il n'y a pas besoin d'y revenir 3 heures, mais qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle la loi de l'action réciproque. En gros, c'est tout influe sur tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre une chose en l'isolant de sa totalité. Donc, par exemple, je pense que c'est une idée qui est de plus en plus admise, quoique, mais par exemple, si on prend un exemple par exemple avec les lois, par exemple pour essayer de comprendre la direction générale de l'action politique du gouvernement, est obligé en fait de saisir l'ensemble des lois ou des actions gouvernementales qui sont entreprises. Si jamais tu t'arrêtes sur une loi, sur une mesure, sur un truc et que tu ne la remets pas dans sa totalité, mais à la fois dans sa totalité, mais aussi dans son histoire, tu passes à côté et tu n'arrives pas à saisir son sens historique. Donc je pense que c'est un truc qui aujourd'hui peut-être paraît un peu plus évident, mais qui n'était pas du tout avant et qui n'est pas toujours. C'est-à-dire de comprendre par exemple, il y a l'exemple de la loi, mais il y a aussi le fait par exemple que le cours des idées dépend, non pas de manière mécanique, mais dépend fortement par exemple du cours des choses aussi, que je sais pas moi, pour prendre un exemple même, des exemples parfois on discute, je sais pas moi, l'idée qu'on se fait de la famille, comment en fait c'est pas une idée abstraite qui a plus un moment et que c'est une idée en fait qui aurait pu s'imposer à n'importe quel moment de notre histoire, mais comment en fait elle a pu s'imposer quand on a commencé à passer d'un nomadisme à l'agriculture et qu'il a fallu penser à qui en fait tu vas léguer les outils qui te permettent de cultiver le champ et à qui tu lègues le champ. Et donc se pose la question de l'héritage, et donc se pose la question par exemple d'une cellule familiale avec laquelle on va pouvoir tracer une descendance, et que, donc plus close, etc. Et comment en fait cette idée-là, ça ne veut pas dire que c'est forcément cette idée-là qui s'était écrite, que ce serait réel, mais qu'elle avait besoin de conditions entre guillemets matérielles et économiques pour pouvoir en fait s'imposer ou se développer, et que justement tu dois, pour comprendre même l'idée de la représentation qu'on a de la famille, comprendre le développement du capitalisme, comprendre le développement de la lutte des classes, le développement des luttes sociales qui l'ont entouré, etc., que tu dois fondamental la notion de totalité. Et d'articuler chacun des... là c'est une citation de Politzer, le dialecticien rattache le fait particulier, le détail à l'ensemble. Voilà. Pareil, un peu comme point de méthodologie de base. Donc troisièmement, et ça c'est le cœur un peu de la dialectique, c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est ça, hein, quand tu fais une dissertation ou un plan dialectique, quand on dit de faire un plan dialectique, c'est ça, c'est thèse, antithèse, synthèse. En vérité, c'est super important. C'est-à-dire que, en gros, si tu traduis ça, c'est quand quelque chose s'affirme et produit en s'affirmant sa propre négation. C'est ce qu'on appelle le développement dialectique. Donc, autrement dit, thèse, antithèse, synthèse, ou autrement, affirmation, négation et négation de la négation. Donc là, dans le Pulitzer, il donnait des exemples. C'est par exemple, le féodalisme a été la négation de l'esclavagisme, le capitalisme a été la négation du féodalisme, le socialisme est la négation du capitalisme. Et c'est comment la dialectique, justement, c'est un processus qu'on peut appeler autodynamique. C'est-à-dire que, par exemple, le capitalisme porte à la fois en lui la bourgeoisie, porte à la fois en lui l'antithèse de la bourgeoisie, le prolétariat, et comment en fait ce développement peut conduire à une synthèse qui serait le communisme. Mais comment en fait la dynamique du capitalisme pousse la bourgeoisie à s'affirmer, et plus la bourgeoisie s'affirme, plus le prolétariat, plus la négation de la bourgeoisie est produite, entre guillemets. Ça c'est une des contradictions fondamentales du capitalisme, c'est qu'il a besoin du salariat pour s'enrichir, mais en même temps il a besoin de s'en prendre au salariat pour s'enrichir. C'est une des contradictions fondamentales du capitalisme, par exemple. Et c'est pour dire que toute chose entre guillemets, ne subit pas un processus autodynamique. Là, j'ai cité Pulitzer, mais dans toute destruction n'est pas dialectique. Si on écrase une puce, elle ne meurt pas par destruction interne. La destruction est une négation seulement si elle est un produit de l'affirmation, si elle sort d'elle. Ainsi, l'œuf couvé étant l'affirmation de ce que l'œuf est, il engendre sa négation, il devient poussin, et celui-ci symbolise la destruction ou négation de l'œuf en perçant, en détruisant sa coquille. Donc il ne faut pas tomber dans un truc non plus en disant toute chose ou toute destruction subit un processus autodynamique, de dialectique et tout, tu vois, en mettant un peu des phrases générales et tout, et qu'au contraire, justement, il ne faut pas être abstrait, toujours être très concret, et qu'il peut y avoir en fait des destructions mécaniques, comme il peut y avoir des destructions autodynamiques ou dialectiques.
Je pense que c'est très important ça. Après, quatrièmement, ne pas considérer, parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que c'est un processus dynamique, on pourrait avoir un peu la facilité de se dire que bon bah voilà, il n'y a qu'à attendre, se caler tranquille et attendre que les choses se fassent sans intervention de l'homme lui-même sur le cours des choses, ou que de fait le capitalisme va lui-même mourir et que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit et tout. Donc ça c'est une des quatrièmes bases très importantes, c'est ne pas considérer la dialectique comme quelque chose de fatal. Donc là il y a une citation de Marx qui est pas mal, c'est « Pour faire accoucher la société socialiste, il faudra un accoucheur. D'où la nécessité de la révolution de l'action, et d'où la nécessité de s'organiser. » Il y a il y a pas mal de citations, je vais peut-être en citer une ou deux qui sont pas mal aussi, mais pour comprendre un peu ce truc qu'on ne défend pas, nous, une vision un peu de déterminisme. Voilà. Les hommes font, ça c'est une citation de Marx, dans le 18 Brumaire, les hommes font leur propre histoire, mais ne la font pas de toutes pièces, dans des circonstances qu'ils auraient eux-mêmes choisies, et dans des circonstances qu'ils trouvent immédiatement préétablies, données et héritées. Donc c'est pas que les hommes, parce qu'ils ont l'idée, en fait, peuvent produire n'importe quoi, et c'est à partir des conditions matérielles, comme on l'a vu avec les gens par exemple de la famille, mais que néanmoins les hommes font leur propre histoire à partir effectivement des conditions historiques dans lesquelles ils se trouvent. Mais ils font néanmoins leur propre histoire. Et il y a quelque chose qui est très important de saisir, et ça aura été notamment aussi une des contributions de Gramsci, mais c'est de comprendre qu'effectivement donc, il y a ces tendances un peu lourdes et longues qui sont le développement entre guillemets des conditions économiques, matérielles dans lesquelles on vit, mais qu'il y a en même temps de ces tendances plus lourdes et plus longues, des tendances plus courtes, et ces tendances plus courtes est le terrain, le plus favorable en fait, le terrain de la conjoncture est le terrain le plus favorable en fait de l'action politique et de l'action entre guillemets des hommes, et c'est sur qui est déterminant. Tout ça pour dire qu'en fait tu as les développements objectifs de l'histoire, mais le facteur subjectif, le facteur humain dans ce développement objectif de l'histoire est déterminant. Et tu avais une phrase, pour revenir par exemple sur la dynamique du capitalisme, tu avais une phrase de Walter Benjamin, on en discutait avec Esther, mais qui était pas mal, c'était « La question n'est pas de savoir si le capitalisme peut en fait survivre à l'infini ou s'il va lui-même, enfin s'il va mourir. De fait, il va mourir, parce qu'on a vu qu'il était traversé par des contradictions qu'il ne peut pas résoudre en fait. Mais la question n'est pas de savoir justement si jamais... la question est la question est de savoir si jamais il va mourir de lui-même ou si c'est nous qui lui donnons la mort. En l'occurrence, dans le cadre du réchauffement climatique, je pense que ça se pose d'autant plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on va attendre en fait que le capitalisme lui-même pourrit la planète et la détruise jusqu'à la mort, peut-être de la planète avec lui, ou en tout cas voilà, une mort partielle, ou est-ce que nous en fait on va lui donner la mort avant, et est-ce qu'on va reprendre en fait un peu la maîtrise de notre vie, de nos besoins sur Terre. Et je pense que cette phrase-là, elle a un écho particulier dans le cadre du réchauffement climatique qu'on est en train de traverser et qui n'est pas du tout dont le capitalisme s'adapte très bien. C'est-à-dire que le capitalisme, au fur et à mesure que le réchauffement climatique se développe, il marchandise des secteurs de la société qui autrefois étaient encore à l'abri, il développe et commercialise de nouvelles technologies qui sont propres à la dynamique du réchauffement climatique, et il continue à faire des profits à court terme tout en étant le moins exposé. Et après, il faudrait faire un topo sur le réchauffement climatique, mais encore une fois, le réchauffement climatique, c'est pas le problème de l'homme en général. Hein. La bourgeoisie, c'est notre problème à nous. Parce que la bourgeoisie, elle s'adaptera peut-être même jusqu'au bout de la fin du réchauffement climatique, et elle est de toute façon celle qui est la moins exposée. Donc, cinquièmement, je vais reprendre un peu la conclusion de Pulitzer, qui est très bonne, je trouve. Pour nous résumer, et comme conclusion théorique, nous dirons « Les choses changent parce qu'elles renferment une contradiction interne, elles-mêmes et leur contraire. Les contraires sont en conflit, et les changements naissent de ces conflits. Ainsi, le changement est la solution du conflit. Il y a changement, mouvement, là où il y a contradiction. La contradiction est la négation de l'affirmation, et lorsque le troisième terme, la négation de la négation est obtenue, apparaît la solution. Car à ce moment, la raison de la contradiction est éliminée, dépassée. » Ça, c'est une conclusion théorique qui est pas mal, mais j'ai pas fini pour autant
mon topo, mais qui me semble résume bien un peu les différentes étapes qu'on a vues. En sixième point, moi il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir et qui est un avis particulièrement important, c'est, on pourrait dire un peu les conséquences pratiques du dialecticien, entre guillemets. Et ces conséquences pratiques-là, elles consistent notamment dans le fait de saisir l'unité des contraires. Et ça, c'est aussi une base très importante du matérialisme. C'est-à-dire ne pas voir, par exemple, on pourrait faire un exemple, c'est-à-dire ne pas voir parmi nous, parmi les camarades qui militent ensemble et tout, genre seulement le bon côté, voir en Marion, voir au Carla, ou je sais pas, seulement le bon côté de Carla ou le bon côté de Marion, et que justement, saisir chaque chose, à la fois comme à chaque fois voir le bon côté, entre guillemets, d'une personne, d'une chose et tout, mais aussi voir son contraire. Et que ça, c'est saisir l'unité des contraires comme étant indissociable, c'est ultra important. Comme il est absurde, et c'est ce que fait beaucoup aussi la bourgeoisie, de séparer la cause et l'effet. Comme si jamais il y avait une cause, il y avait un effet, fin de l'histoire. Comment on parle de dialectique, c'est l'effet devient la cause, l'effet et la cause changent dans l'histoire sans cesse de place. Ça, c'est un truc super important. Okay, il y a une phrase de Pulitzer que je vais vous lire. Naturellement, nous sommes portés à ne voir qu'un seul côté des choses et des gens. Si nous jugeons un camarade, nous ne voyons presque toujours que son bon ou son mauvais côté. Il faut voir l'un et l'autre, sans quoi il ne serait pas possible d'avoir des cadres dans l'organisation, dans la pratique politique. La méthode du jugement unilatéral aboutit au sectarisme. C'est dans quel Pulitzer. Non, mais dans quel paragraphe c'est ça? C'est. C'était 3 personnes avec qui je peux le faire. T'inquiète, je te ferai un package attaque. Et il y a quelque chose qui est super important dans saisir l'unité des contraires et en fait pouvoir aussi en avoir un bon usage, c'est de trouver la contradiction qui anime ces contraires-là. Donc, par exemple, parmi nous, on a les bons côtés, en tout cas des choses sur lesquelles on est bon, on arrive à faire, et d'autres choses sur lesquelles on a plus de mal à avancer, ou alors qu'on nie, ou alors que des camarades voient des difficultés que nous on ne ressent pas encore et tout, et que justement, même entre nous, cette dialectique-là est super précieuse pour voir à la fois quels sont les bons points qu'on a en ce moment, quels sont les mauvais, et en fait, comprendre un peu la contradiction qui traverse en fait chacun d'entre nous, et pouvoir en fait mettre le doigt dessus pour pouvoir avancer ici. Et je pense que c'est aussi quand on milite un aspect super important de ne pas avoir des rapports un peu, soit un peu idéaliste en se disant, enfin un peu facile en se disant tout va bien entre nous, alors tout va bien, je vois pas de problème et tout, mais que le fait de ne pas avoir de problème, c'est une mauvaise perception de la réalité. En réalité, c'est une mauvaise analyse de la situation. Et que justement, pour essayer de développer, de résoudre en fait certaines contradictions et de pouvoir changer, il s'agit justement de pointer les problèmes, de pointer les contradictions, et que c'est pas pris comme si jamais c'était une mauvaise chose, ou tu vois, mais justement, que c'est une force et que c'est ça le dialectique, jusqu'au bout, conséquent. Et c'est de le faire même entre nous. Je pense que c'est super important ça. Après, avant-dernier point, pour connecter ça un peu peut-être à la période un peu à laquelle on vit avec les gilets jaunes, c'est que le marxisme est la seule méthode capable de penser et agir dans les périodes de bouleversement politique. Parce que c'est la seule méthode, parce que c'est pas un système clos. L'idéalisme bourgeois conçoit sa philosophie comme un système de pensée clos qui articule des données immuables sans les faire changer de place, des données elles-mêmes séparées entre elles et qui, justement, on l'a vu, comme la cause et l'effet, ont leur place dans des cases et qui ne changent pas. Tandis que le matérialisme, le marxisme, c'est une méthode qui permet de saisir en fait justement le mouvement. C'est-à-dire que c'est le fondement de ça, c'est ça. C'est-à-dire comprendre les choses dans leur variabilité, dans leur bouleversement, dans leur changement, dans leur mouvement. Et donc c'est pourquoi, dans les périodes de bouleversement politique très importants dans lesquelles on traverse en Algérie, en France avec les Gilets jaunes par exemple, il y a aussi le marxisme qui rejaillit, qui tout d'un coup suscite un peu de... Enfin en tout cas forme de nouvelles... Enfin je ne sais pas si on peut dire nouvelle génération, mais un regain d'intérêt particulier, c'est parce que justement dans les périodes de bouleversement et de changement profond, c'est une méthode en fait qui permet de la comprendre et de pouvoir une action sur elle. Donc je vais vous
Je vous citais par exemple une phrase de Trotsky, c'est le bon sens procède au moyen de grandeurs invariables, le bon sens ou la philosophie bourgeoise, hein, procède au moyen de grandeurs invariables dans un monde où il n'y a d'invariable que la variabilité. La dialectique, au contraire, considère les phénomènes, les institutions, les normes dans leur formation, comme j'avais dit, leur développement et leur déclin. La simple crise du capitalisme le décontenance. Devant les catastrophes telles que les révolutions, les contre-révolutions et les guerres, le bon sens, ou l'idéalisme bourgeois, n'est plus qu'un imbécile tout rond. Il faut, pour connaître les troubles catastrophiques du cours normal des choses, de plus haute qualité intellectuelle, dont l'expression philosophique n'a été donnée jusqu'ici que par le matérialisme dialectique. Moi, un exemple que j'avais discuté, je ne sais plus avec qui, mais c'est par exemple quand on regarde un peu aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, mais par exemple les chaînes de télévision où se succèdent les différents éditorialistes politiques. On voit qu'au fur et à mesure, par exemple, que s'est développé le mouvement des Gilets jaunes, où avant leur analyse, bon, on n'était pas d'accord, mais c'était pas complètement déconnecté de la réalité, ça avait quelques résonances, il y avait encore des rentes sur lesquelles ils pouvaient jouer. Que dans des périodes de bouleversement, avec le développement par exemple du mouvement des Gilets jaunes, pour être concret, on pouvait vraiment observer, et moi j'ai vraiment ressenti, mesurer une dissonance au fur et à mesure que le mouvement des Gilets jaunes se développait entre leurs analyses, leur bon sens, comme Trotsky dit, ou le système idéaliste bourgeois, et le développement de la situation. Et ils étaient incapables de comprendre les grands bouleversements, parfois soudains, parfois brusques, qu'on était en train de vivre, et que justement, dans ces développements-là soudains, le marxisme apparaissait aussi comme le moyen en fait, de ne pas être déboussolé et d'être un peu genre, pris de court par les changements, et au contraire d'en être parfois même soi-même le changement dans la situation. Et je pense que ça, je pense qu'on l'a un peu tous ressenti aussi, et que voilà, c'est aussi un peu le cœur de la méthode dialectique, c'est ça aussi, c'est-à-dire que nous on est capable en fait, et c'est le fruit du truc, mais on est capable en fait de penser et d'agir dans des bouleversements politiques, dans le mouvement. Chose, et c'est la limite un peu des systèmes, entre guillemets, idéalistes bourgeois, qui pouvaient avoir quelques résonances avec la réalité. Bon, on pourrait développer un peu, mais je pense que je vais conclure sur un truc peut-être plus... pour aussi un peu saisir un peu aussi l'intérêt du truc, mais c'est que c'est aussi... ça nous permet aussi, disons, de vivre les choses, cette lucidité-là. Je vais citer directement la phrase de Trotsky, mais participer au mouvement les yeux ouverts, avec une volonté tendue, telle est bien la satisfaction morale, par excellence, qui puisse être donnée à un être pensant. Donc c'est ça aussi, il faut aussi qu'on ressente entre nous, et que parfois justement aussi on ressent un peu le besoin de se former théoriquement, des choses comme ça, mais c'est dans des périodes parfois où il se passe énormément de choses, quand on ressent, et c'est pas toujours le cas, tu es en tension permanente pour te former, quand des fois tu ressens en fait un peu une lucidité par rapport au cours de l'histoire, où tu as l'impression de saisir les mouvements dans lesquels l'histoire se meut, de saisir un peu les contradictions générales, à certains moments, c'est ce que dit Trotsky, mais je pense, moi des fois on le ressent, mais tu as vraiment l'impression, comme dit, c'est une satisfaction immense que d'être lucide dans les périodes de bouleversement politique importants, parce qu'en fait tu es capable d'agir sur eux. Et que moi je me rappelle... quand il y avait les périodes plus de mobilisation l'année dernière et tout, et que tu te sentais un peu à la ramasse par rapport à ce qui se passait, c'est quelque chose qui te démoralise profondément, parce que tu as l'impression de ton militantisme un peu à taper tous les jours dans un mur un peu aveugle, dans lequel tu n'arrives pas bien à définir les limites ou les buts, tu sais pas du tout si jamais genre tu es dans une situation ouverte ou fermée, révolutionnaire ou non, qu'est-ce qui est en train de se jouer, le sens des priorités et le fait en fait, et le fait de pouvoir sortir de ça et de te mettre en tension permanente pour pouvoir en fait tendre vers cette lucidité là, ça te permet vraiment aussi d'avoir un militantisme, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup senti, mais vraiment beaucoup plus non plus défensif et démoralisant, mais beaucoup plus offensif et je sais pas si ça se dit extasiant ou très enthousiasmant quoi. Exaltant, voilà. Donc voilà, moi je pense que le but c'est pas de faire comme j'ai fait un topo exhaustif et tout, mais je pense que ça peut être une introduction un peu aussi pour parler, pas forcément dans des élaborations théoriques de haut vol, mais je pense que de fait, de choses très concrètes, et comment en fait c'est une méthode de recherche et de compréhension du monde et des choses et des hommes,
entre guillemets, qui permet justement de donner, de saisir les choses de manière concrète et non plus abstraite comme le fait aussi la philosophie bourgeoise.